Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast, nous allons nous consacrer au roman de Abdourahmane Ouaberi, « Pourquoi tu danses quand tu marches ». Quelques mots d'abord sur cet auteur, djiboutien. Il est né en 65. À son acquis, il y a de nombreuses publications, je dirais une dizaine de romans. Certains sont relativement connus, comme Moisson de crâne. C'est un ouvrage qu'il a écrit au sujet du Rwanda. Il enseigne aux États-Unis. Il a obtenu plusieurs prix littéraires. Et le roman que nous allons aborder, c'est un roman autobiographique qui pose une question. La question, c'est pourquoi tu danses quand tu marches? Tout à fait. La question, donc, évidemment, intrigue le lecteur et il jouera évidemment de cette curiosité pendant toute une partie du roman, puisque nous découvrirons la réponse que, bien au-delà d'ailleurs de la moitié du livre. Cette question, elle a une forme assez poétique, construite sur l'opposition entre la danse et la marche, pas une opposition, plutôt une complémentarité, et c'est la question d'une enfant, la question de Béa, la fille du narrateur, puisque comme tu l'as dit, on est ici dans un roman qui s'inspire certainement de la biographie d'Abdourahmane Ouaberi, mais qui en même temps ne revendique aucune fidélité servile. On est plutôt effectivement dans une autofiction. Le personnage principal s'appelle Aden et il nous raconte effectivement son enfance à Djibouti à la première personne. Alors, la question que pose sa fille Béa, il y a vraiment une dimension autobiographique qui est confirmée d'ailleurs ultérieurement dans un ouvrage qu'il a publié en 2022 et qui s'intitule « Dis-moi pour qui j'existe ». Et là, tout ce qu'on apprend dans ce roman, « Pourquoi tu danses quand tu marches », est confirmé, alors sur le mode autobiographique, dans le roman « Dis-moi pour qui j'existe ». Et la question de la filiation, elle est particulièrement importante. Elle peut nous sembler, j'allais dire, banale, mais elle prend une dimension douloureuse parce que, sans divulgacher ce second roman, la fille, donc Béa, cet enfant qui pose la question à son père, elle tombera malade également à l'âge de 7 ans. Alors, la maladie, c'est un fil conducteur aussi dans ce roman. Il faut préciser, l'action se passe à Djibouti. C'est un contexte géographique particulier. C'est un tout petit pays, un pays confetti. C'est un pays, j'allais dire, c'est nowhere, c'est nulle part, c'est minuscule. Et en même temps, c'est à la croisée de tous les chemins. On a les influences arabes, africaines, indiennes. Et c'est un contexte économique particulier, puisque en 1965, date de naissance de Abdourahmane Ouaberi, le pays est encore une colonie française. Ce sera la dernière colonie française, je crois. Oui, exactement. Et puis, c'est un contexte sanitaire particulier, puisque, on va dire, sans doute en raison de son milieu, c'est un milieu défavorisé, ou est-ce un choix? Toujours est-il qu'il n'est pas vacciné et que, évidemment, c'est l'une des raisons de sa maladie ultérieure. Tout à fait, donc tout part d'un épisode, je dirais, peut-être assez cliché dans certains récits d'enfance. C'est la confrontation avec la petite brute de l'école qui va malmener le narrateur, et cette expérience qui, d'habitude se limite à une expérience d'humiliation, va aller un peu plus loin, puisque la petite brute va blesser Aden contre un robinet de métal, et ce robinet de métal va blesser au genou Aden, et il va contracter la poliomyélite, une maladie qui va attaquer sa jambe, à tel point qu'effectivement un jour il ne peut plus l'utiliser, ou seulement au prix d'une rééducation intense,
qui va lui donner, comme le dit sa fille, une démarche particulièrement chaloupée parce qu'il ne peut plus accomplir certaines actions, donc des actions qu'un enfant souhaite faire, jouer au foot, courir, faire du vélo, tout ça devient exclu de son champ d'activité, mais le fait de choisir justement cette image de la danse est à l'image de l'itinéraire du livre, c'est-à-dire évidemment un itinéraire qui consiste à dépasser ce handicap, à dépasser cette épreuve pour la transmuer en quelque chose de positif. La danse, on est ici dans la poésie. Absolument. Alors, il est donc issu de ce milieu défavorisé, dans lequel, comme tu l'as dit, il a été victime de harcèlement. À l'école, ça va pas bien. Dans sa famille, j'allais dire, tout ne se passe pas très bien également. Le père travaille, il vend des bibelots, des souvenirs, et il est clair que cette appartenance à la couche défavorisée va le marquer à tel point que la planche de salut qui s'offre à lui, évidemment, c'est l'école. Alors... Toutefois, je n'insisterai pas autant sur la pauvreté économique. Il me semble que dans le roman, il insiste plutôt sur une pauvreté affective, à savoir qu'il n'est pas l'enfant que ses parents attendaient. Il est effectivement plutôt malingre, facilement malade. Toute son enfance semble être décrite et placée sous le signe de la fièvre, d'une mère qui est toujours distante, qui ne sait pas que faire avec cet enfant, un père là aussi dont il se sent très éloigné. Il y a quelques figures plus proches comme la grand-mère, la bonne, la dame, mais c'est plutôt une pauvreté affective. Et d'ailleurs, quand il réfléchit à l'origine de sa maladie, il y a certes l'épisode avec la petite brute, mais il dit que finalement cette maladie, elle remonte elle trouve sa cause en lui-même, et je dirais dans ce vide affectif autour duquel il a dû se construire. Alors, en ce qui concerne les personnages, effectivement, il y a cette pauvreté affective, cette grande solitude qui est comblée par deux personnages féminins. Tu as évoqué la grand-mère, il lui donne un nom particulier, ou on lui donne un nom particulier, Cochise, un nom d'Apache. Et moi, je trouve, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, que c'est un personnage qui défraie les clichés, parce que on est dans un pays arabe et on a ici un personnage féminin qui est très fort. C'est elle, la chef de famille. C'est elle qu'on respecte, et c'est elle qui va sauver finalement Aden. Et l'autre personnage féminin, c'est, tu en as parlé également, la Dan, une jeune fille, la bonne, une jeune fille nomade qui travaillera dans la famille. Et pour le coup, c'est une jeune fille, alors sans identité, sans date de naissance, voilà, je dirais, elle arrive par hasard, elle est là, et son identité civile et sociale est pratiquement inexistante. Ce qui est d'ailleurs assez joli, c'est que, il lui consacre à la fin du livre tout un chapitre qui est une sorte d'éloge, un peu funèbre, puisque je crois qu'elle est morte, si je me souviens bien. Oui. Mais c'est un éloge funèbre pour lui rendre hommage à cette femme qui était finalement à la limite de l'anonymat. Oui, j'allais dire une invisible. Oui, tout à fait, une invisible, et du coup, en lui offrant tout un chapitre, il lui offre tendrement, je dirais, une visibilité qu'il inscrit dans les mémoires. Et puis alors, il y a deux autres femmes qui jouent un rôle important, mais pas pour les mêmes raisons. C'est l'institutrice, Madame Annick, qui désigne comme une Française de France, et puis une autre enseignante, Madame Ellul, qui vont très tôt découvrir le talent d'Aden et évidemment l'encourager dans ce sens. Alors Aden, il a une trajectoire particulière, ne serait-ce qu'au niveau géographique, puisque la ville nous est décrite comme une ville coloniale, la ville coloniale classique qu'on connaît dans d'autres romans, alors chez Marguerite Duras, chez Ousmane Sembène, la ville coloniale, la ville blanche, et puis le reste. Donc lui, il va évoluer
s'évader de son bidonville, puisque après le cyclone, son quartier va être dévasté. Et il va aller vers la ville blanche, et c'est là où va s'opérer sa transformation. Oui, voilà, c'est effectivement l'histoire d'une trajectoire qui était assez peu prometteuse au début, puisque l'enfant pas aimé, l'enfant en mauvaise santé, il y a le frère qui va naître un peu plus tard, qui lui remplit tous les vœux de ses parents, donc il est encore plus rejeté. Donc finalement, celui dont on se demande quand est-ce qu'il va disparaître, et finalement c'est lui qui va connaître peut-être le destin le plus brillant, notamment grâce à cette blessure et à cette maladie, la poliomyélite, qui vont l'amener à développer de nouvelles qualités. Ces qualités, il va tout simplement se réfugier dans la littérature et dans l'écriture. Et c'est donc un joli roman sur le salut par la littérature. Alors l'itinéraire ici a quelque chose d'assez classique, les lignes en sont très nettes. C'est effectivement grâce à son talent d'écriture et qu'il va pouvoir ensuite quitter Djibouti pour aller en France, faire des études supérieures et donc atteindre le niveau intellectuel qui lui permettra de devenir enseignant et écrivain. Plus rapidement dans son enfance, l'écriture va lui permettre aussi de résoudre en quelque sorte tous les conflits qui l'opposaient à son entourage. Toutes les petites brutes, les petits caïds qui en avaient fait leur souffre-douleur parce qu'ils savaient pas se défendre, et ben tout à coup ses qualités d'écrivain public, d'écrivain public lui donnent un attrait. Donc les petits caïds viennent lui faire leur rédaction et en échange ils lui accordent leur protection. Du coup il trouve sa place au sein de cette communauté, de cette société, et une place qui devient plutôt enviable. Donc c'est l'histoire d'une réussite, une réussite qui n'était pourtant pas gagnée d'avance du tout. Alors c'est un petit peu le qui perd gagne, ça nous rappelle bien des choses dans la littérature. C'est un roman d'apprentissage qui s'inscrit dans une lignée de tous les romans d'apprentissage qu'on connaît, alors que ce soit Les mots de Jean-Paul Sartre. On peut citer aussi des œuvres francophones comme Marie Scondé, Le cœur à rire et à pleurer. Mais ici, on ne va pas s'embarquer dans cette discussion. Alors il y a cette admiration de la France, de la littérature française, cette focalisation sur l'institutrice française, sur la maîtresse qui peut-être surprendre ou nous sembler naïf, cette benoîte admiration de Madame Annick. Oui, c'est vrai que l'éloge qu'il fait de Madame Annick ne semble pas ironique, alors qu'on est donc dans le livre d'un écrivain d'un ancien pays colonisé, et qu'on pourrait imaginer effectivement au moins un recul, enfin un regard de l'adulte sur sa vie d'enfant qui serait un peu plus critique. Là, non, on a l'impression qu'il cherche à retranscrire l'émerveillement qui était le sien lorsqu'il était enfant pour cette institutrice qui représentait des valeurs blanches, les valeurs françaises, et comme s'il cherchait vraiment là à retranscrire la fascination de l'enfant sans la teinter du regard et du jugement qu'il pourrait avoir aujourd'hui en tant qu'adulte. C'est un choix qui n'est pas forcément celui qu'on trouve fréquemment dans des œuvres autobiographiques où en général on va superposer le regard rétrospectif de celui qui écrit bien des années plus tard. Là, non, on reste un petit peu à ce regard naïf, émerveillé pour l'institutrice blanche. Oui. Toutefois, pour tout de même donner une place à la culture du Djibouti, on a ce personnage de la grand-mère qui notamment va raconter une belle histoire, un conte qu'on suppose de son pays, puisque c'est un conte qui s'inspire de la mythologie pastorale qui est une des caractéristiques du Djibouti. C'est un ancien pays de bergers, de nomades. Eh bien, elle raconte l'histoire
l'histoire de ce petit berger qui n'était pas un bon berger. Et un jour, il rencontre quelqu'un qui est muni d'une longue vue. Et avec cette longue vue, il assouvit sa passion pour les étoiles. Et cette passion va l'écarter du nomadisme et de l'univers pastoral pour le déporter vers le port de Djibouti, vers la mer. Et finalement, ces étoiles, elles vont le guider à travers les mers. Il devient un marin. Il réussit brillamment sa vie en dépassant donc ce qui l'handicapait au début. Et bien finalement, dans cette histoire, on trouve une sorte de miroir, de reflet. Oui, c'est ça, de l'histoire même du livre, puisqu'on va retrouver notre mauvais berger, puisque le berger il doit savoir courir, il doit savoir marcher, et Aden avec sa polio est donc forcément un mauvais nomade et un mauvais berger. Lui, sa longue vue, eh bien si on file un peu la métaphore, sa longue vue à lui, ce sera la littérature avec laquelle il observe le monde. Cette observation du monde, eh bien, va lui permettre de se lier, de s'intégrer au monde, tout comme la longue vue permet, nous dit le texte, de relier l'observateur avec les étoiles, d'abolir d'une certaine façon les distances, de créer son propre monde. Eh bien, la littérature fait un petit peu la même chose et elle va lui permettre de voyager, de se réaliser à travers l'écriture qui l'emmènera donc jusqu'en France. Alors, la semaine prochaine, nous poursuivrons notre conversation autour de cet auteur djiboutien, mais qui ne vit plus depuis longtemps à Djibouti. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.